Bien, un grand merci à toi, Nicolas, de m'avoir invité à partager quelques réflexions personnelles sur la situation de l'industrie. Je ne suis pas complètement responsable du titre, d'ailleurs, pour vous donner un espoir modéré quand même sur le contenu de mes propos. Alors, 3 convictions inspirent mes réflexions. Je me permets de les rappeler en préambule. 1. Il n'y a pas de pays fort sans économie forte et pas d'économie forte sans industrie forte. La deuxième, c'est que l'industrie, c'est le moteur de l'ascenseur social et c'est le moteur de la cohésion sociale dans les territoires. Et la troisième, c'est que les réponses aux questions de réindustrialisation, de décarbonation et de digitalisation, c'est le même sujet. Donc ça simplifie le problème. Alors, sur le diagnostic de la situation, je vais aussi être très bref, parce que je sais que les sentiments d'inquiétude, de colère, voire de sidération qui nous animent dans cette salle se nourrissent d'un même diagnostic partagé, celui de notre inaction collective à un moment de vérité. Car, pour faire simple, nous sommes au pied du mur. Au pied du mur car, après 30 ans de recul, et il faut le dire, quelques années de stabilisation, notre industrie ne représente plus que 10% du PIB. C'est le niveau de la Grèce, en gros. Notre productivité est en berne depuis le Covid. Je ne vous parle pas de notre déficit commercial qui est, disons, simplement abyssal, et notre ratio d'endettement à 118% du PIB. Alors nos marges de manœuvre ont disparu, et pour faire simple aussi, la vie à crédit est terminée. Et ceci sans compter la nécessité d'augmenter nos dépenses d'armement, on ne sait pas très bien combien, mais de 30 à 60 milliards d'euros, ainsi que nos investissements qui vont être très importants pour réussir les 2 transitions énergétiques et digitales. Alors au pied de ce mur, les 3 leviers potentiels de réindustrialisation, que sont la compétitivité économique, le capital humain, le potentiel technologique, ne sont pas en très bon état, pour le dire gentiment. Notre souveraineté est donc à risque. Elle est à risque dans un monde où la règle d'or est devenue, alors ne citez pas le président de la Chambre de commerce internationale, mais la règle d'or, c'est celui qui a l'or qui fait la règle. Et un monde où la Chine est devenue l'usine de ce monde, où les États-Unis résistent avec la tech, résistent avec l'aspirateur à usine, qui est le Inflation Reduction Act, et où la France est souvent considérée comme l'homme malade de l'Europe, d'une Europe qui se défend jusqu'à une date récente. Je dois dire, il y a des éléments de changement possibles, mais comme un herbivore, comme le dit le président de la République, dans Jurassic Park. Voilà. Donc, vous me dites, ce tableau est extrêmement sombre. Je vous réponds, l'espoir est possible. Et je vais un peu plus loin, l'optimisme est un devoir. Et je vais encore un peu plus loin, parce que le courage d'écrire cet avenir, c'en est la condition. Alors écrire cet avenir en agissant en profondeur sur les 3 leviers que j'ai évoqués, compétitivité, capital humain et potentiel d'innovation. Alors la compétitivité coût pour commencer. Cette compétitivité, elle ne peut pas exister en France sans modernisation massive du secteur public pour alléger les boulets des impôts de production et des charges des entreprises. Modernisation qui doit être portée par une vision que je peux qualifier d'excellence dans l'efficacité, et peut-être dans ce cas pas par des coupes budgétaires par le haut, il faut en faire bien sûr, mais par une démarche responsabilisante pour ceux qui font, les agents publics qui font, par exemple au service des jeunes dans l'éducation, par exemple au service des patients dans la santé, parce que l'allègement de la dépense publique, qu'elle soit dans l'administration ou dans les transferts sociaux, et je vous renvoie sur ce sujet à une analyse extrêmement pertinente de Nicolas sur les dépenses de retraite, qui représentent 14% de nos dépenses publiques. Alors, on sommes le leader mondial de la dépense publique à 57% du PIB.
ayez en tête que 14% actuellement sont les retraites. Et si vous voulez en savoir plus, lisez Nicolas Dufourcq dans le texte. Et donc, je dirais qu'elle soit sur l'administration publique ou les transferts sociaux, c'est la condition indispensable du retour de la croissance et de l'augmentation du pouvoir d'achat, notamment pour le tiers des ménages de notre pays, et en gros pour les salaires inférieurs à 2 000 €, qui ont aujourd'hui un reste pour vivre insuffisant. Et c'est la condition d'ailleurs d'un nouveau pacte social possible et probablement nécessaire entre l'État, l'entreprise et les citoyens si on veut conjuguer prospérité et cohésion nationale. Ça, c'est la compétitivité coût. Pour la compétitivité qu'on appelle hors coût, qui concerne la montée en gamme, il n'y aura pas de montée en gamme nécessaire de notre production sans sortie de ce qu'on appelle la trappe à bas salaire. Cette trappe à bas salaire, elle est créée par le maquis des allègements de charges sur les bas salaires, qui concerne maintenant une très grosse partie des salariés. Et cette trappe à bas salaire, elle rend prohibitif le passage à un coût de 2,5 fois le SMIC et au-delà. Et ça monte en flèche. Donc là, on est sûr de conserver les salaires les plus bas. Il faut repenser tout cet ensemble et le redessiner pour que ce soit beaucoup plus progressif. 2, après la compétitivité, notre capital humain, qui est une question qui n'intéresse pas toujours l'environnement politique puisqu'elle est à 10 ans. Il nous faut mettre fin au déclassement de la formation. Je suis convaincu qu'on a 3 domaines au moins à travailler. 1, il nous faut l'équivalent du plan allemand qui s'appelait en 2000 PISA Choc. Il a conduit dans ce pays à une profonde réforme du système éducatif et je pense que nous devons remédier de cette manière à notre dérive dans le classement PISA de l'OCDE, dont je vous rappelle que nous sommes maintenant 22e sur 24 sur les compétences scientifiques. Et par la même occasion, remédier à la féminisation insuffisante de toutes ces formations et potentiellement carrières scientifiques. Nous passons là à côté d'un énorme potentiel. Ça, c'est la première idée. La deuxième, je suis personnellement engagé sur la prévention du décrochage scolaire et l'insertion professionnelle dans les lycées pro. Il faut absolument qu'entre l'éducation nationale et l'État, nous réussissions, après la réforme de l'apprentissage, dont il faut reconnaître qu'en 5 ans ou 6 ans, elle a donné des vrais résultats. On est passé de 250 000 à 800 000 apprentis. Bien sûr, ça coûte cher. Bien sûr, il y a probablement des gains d'opportunités sur bac, plus 4, plus 5, etc. et pas assez sur les formations pré-bac. Mais c'est globalement une réussite. On a restauré l'image de l'apprentissage, je dirais, dans l'esprit des Français, des jeunes, des parents et des professeurs. Alors, dans les lycées pro, nous avons 60 000 décrocheurs par an. 60 000. 60 000 jeunes que l'on met à la rue, qui vont rejoindre le 1,4 million de jeunes, je dirais, en déshérence, les nets, comme on les appelle, dans notre pays. Donc, ceci est une situation inacceptable, sur le plan social comme sur le plan économique, pour ne pas dire d'ailleurs sur le plan éthique. Troisième axe, qui n'est pas indépendant du précédent d'ailleurs, c'est qu'il faut tripler le nombre de techniciens, genre bac plus 2, bac plus 3, à destination de l'industrie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors que dans toute usine, on a disons, 3 techniciens pour un ingénieur, la France ne produit 55 000 ingénieurs, je crois, et à peu près autant de techniciens, 1 pour 1. Passer de 1 pour 1 à 1 pour 3. Donc voilà pour le capital humain. J'en viens au troisième point, troisième levier, qui est le potentiel d'innovation. Alors nous avons un montant insuffisant de R&D à 2,2% du PIB. Nos concurrents sont plutôt à 3 et même au-delà, les concurrents asiatiques. Notre dépense souffre d'un énorme morcellement et d'un manque de priorité autour de choix stratégiques sur les écosystèmes et les technologies du futur. Je vous cite simplement un chiffre, qui est celui d'un think tank australien, qui en 2023 a fait une analyse des 44 technologies au stade de l'industrialisation, les 44 technologies qui feront le monde de demain.
Résultat, 37 de ces technologies sont dominées à ce stade de l'industrialisation par la Chine. 7 restantes, pour aboutir à 44, sont dominées par la Silicon Valley, bien sûr, sur le domaine digital. Il faut avoir en tête que la France n'apparaît que dans les 5 premiers, que sur 2 technologies, le nucléaire et l'aéronautique. Alors je rends hommage à Bruno Bonnel, n'est pas dans cette salle, mais à France 2030, qui montre une première étape dans cette direction de priorisation. Mais cette étape est limitée à 54 milliards d'euros sur les 5 ans, mais elle doit être généralisée avec, sur les écosystèmes, les filières, mais une priorité qui soit donnée, aux dépenses critiques aux technologies critiques pour les citoyens et leurs besoins. Bon, la défense en premier lieu, je crois que c'est aujourd'hui d'actualité. L'agroalimentaire et la santé, notamment avec la révolution des biotech, parce que nous avons perdu du terrain sur les récentes années, il suffit de voir d'ailleurs notre balance commerciale sur ces 2 secteurs, et il faut revenir, on peut revenir en tête. Avec une autre priorité donnée aux technologies vertes, sur lesquelles on n'est pas trop mauvais, sur la mobilité, avec sur l'automobile la question chinoise, mais aussi sur la mer, sur le rail, sur l'aéro, et sur les décarbonations de l'industrie amont. Avec notre électricité nucléaire, on a un vrai potentiel dans ce domaine. Enfin, avec une priorité donnée aux infrastructures transversales, vitales pour l'industrie, bien sûr sur l'électricité, il faut aller full speed sur le nucléaire, mais pas un nucléaire à 110 € du mégawattheure. Au moment où les États-Unis offrent des contrats à 30 €, si on ne se rapproche pas en France, je vous rappelle que le nucléaire historique, c'est 42-45 €. À 110 €, ça ne passe pas. Il faut qu'avec l'effet d'échelle, et puis l'expérience qu'on a en train de reconstruire, et les small modular reactors à venir, eh bien, on tourne plutôt à 60 € du mégawattheure. Et il faut également une démarche volontariste sur le digital, bien sûr, hard, soft et IA, avec une démarche de diffusion dans les entreprises petites ou grandes pour rattraper notre retard de productivité. Donc voilà, j'irai sur ces priorités industrielles qui répondent à ces 3 conditions, 1 de souveraineté, 2 de croissance et 3 de possible leadership de la France. Il nous faudrait vraiment une approche intégrée de l'amont sur les TRL 1, 2, 3, 4, comme on dit, à l'aval, au niveau de l'industrialisation, comme aux USA et en Chine. Une approche qui privilégie au stade de l'industrialisation la commande publique plutôt que les appels à projets, et en remédiant à notre fragmentation actuelle de géographie en matière des centres de R&D, des opérateurs également. Alors ça commence avec les agences, mais aussi un certain enfer bureaucratique, à la fois pour les chercheurs et les industriels. Pour prendre un exemple sur la filière mer, je discutais avec l'ancien président de la filière mer récemment, il y a 105 guichets, je crois, y compris les guichets européens, 105 pour une filière, avec un rôle privilégié du maillage territorial dans cette opération de cohésion et d'intégration. Voilà, alors pour conclure, je dirais qu'il faut une gouvernance de combat resserrée pour renverser la table parce qu'il est trop tard pour les efforts incrémentaux. Une gouvernance qui soit soutenue par un vrai commissariat au plan, parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, mais aussi un véritable lieu de concertation stratégique, entreprises, États et citoyens. Puis il nous faut des moyens financiers au-delà des efforts sur la dépense publique, en mettant au travail l'épargne des Français, en développant les fonds d'investissement patient pour l'industrie qui n'existent pas suffisamment en France. À ce moment-là, je pense que la France sera en meilleure situation de tirer parti de notre appartenance à l'Union européenne et y être un acteur crédible dans sa récente conversion à l'Union industrielle promue par Mario Draghi. J'ai un rêve fou pour terminer, mais pour nourrir notre confiance et notre combativité collective, si notre population active de 31 millions de Français, en suivant les meilleures pratiques mondiales, comptait 5 millions d'actifs supplémentaires, 5 millions d'actifs intégrant
2 millions de chômeurs actuellement et je mets dedans le 1,4 million de jeunes en déshérence. Hein. 2 millions, possible ça. 1 million de fonctionnaires. 2 millions de jeunes vieux retraités comme les appelle, dont je fais partie, hein, comme les appelle Nicolas. 5 millions, bien rapporté à 31 millions d'actifs, faites des calculs, mais sur les 5 prochaines années, notre croissance, elle pourrait augmenter de 3% par an. Alors, le proverbe chinois dit le chemin de 1000 lieues commence par un premier pas. Je dirais, qu'attend-on vraiment pour mettre sérieusement l'industrie au cœur de cette vision et du projet de la France? Vous aurez la réponse dans le courant de cette matinée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Philippe Barra, on peut l'applaudir.